Bonjour à tous, aujourd'hui l'épaisseur uniformément chargée. Alors, déjà toutes mes excuses pour la qualité de la vidéo, on est juste en train d'apprendre, c'est le souk. Donc c'est une application directe ici du théorème de Gauss qui lie le flux du champ électrique à travers une surface. Alors cette surface, on va l'appeler dans la suite du cours la surface de contrôle, et c'est une surface fermée, c'est-à-dire qu'elle délimite ce qu'on va appeler le volume de contrôle. Alors pour symboliser ça, ce qu'on fait souvent, c'est qu'autour des deux intégrales qui sont là, qui montrent que c'est une intégrale surfacique, on met un rond que je dessine super bien. Et donc c'est la charge intérieure ici. Ça, c'est la charge intérieure à la surface de contrôle. Et donc, à chaque fois, dès qu'on veut appliquer le théorème de Gauss, on commence par calculer un flux et on dit qu'il est égal aux charges intérieures. C'est une surface de contrôle qui, en fait, est à tous les coups mouvante. Et c'est le fait qu'elle soit mouvante qui donne tout son intérêt à la méthode. C'est ça qui permet, du coup, de retrouver le champ électrique partout. Il y a une grosse utilisation des symétries. Et on va voir ça tout de suite en commençant donc avec notre épaisseur chargée. Alors c'est une épaisseur chargée au sens où donc toute la partie qui est comprise entre deux plans, le plan en fait qui est situé à z égale h sur 2, ici, et le plan qui est en moins h sur 2, ce qui nous fait bien une épaisseur de hauteur h. Donc toute cette partie-là de l'espace est uniformément chargée avec une densité volumique de charge, ici, qui est ρ. Donc on va utiliser, pour l'instant il n'y a pas d'histoire de surface de contrôle encore, on va commencer par utiliser les symétries de la distribution pour en déduire les propriétés du champ électrique. Alors une première chose, c'est que la distribution est invariante par translation suivant x ou suivant y. Donc, hop. Ouais, on essaye. La conséquence directe de ça, c'est qu'un champ électrique qu'on pouvait ici supposer dans un système de coordonnées cartésiennes comme étant une fonction de x, y et z, et bien en réalité, il ne dépend plus, comme il y a une invariance par translation suivant x et suivant y, il ne dépend plus ni de x ni de y, c'est-à-dire qu'on va chercher plutôt un champ sous la forme E de z, c'est une façon de l'écrire, il n'y a plus de dépendance en x et en y. La deuxième chose qu'on va pouvoir utiliser, c'est l'invariance par réflexion. Alors, maintenant qu'on sait qu'il y a une invariance par translation, finalement, déterminer le champ en un seul point, on va prendre le point M là, qui est situé à une altitude Z. Et bien si on arrive à déterminer la valeur du champ, enfin le vecteur champ électrique en ce point, on le sait absolument partout du moment qu'on reste à la même altitude. Alors on peut même prendre un point en réalité pile sur l'axe. Comme les plans sont infinis, ce qu'on voit, c'est que n'importe quel plan vertical, comme celui-là, là, n'importe quel plan vertical est un plan pi, c'est-à-dire un plan de symétrie de la distribution. C'est-à-dire que si vous appliquez la réflexion par rapport au plan à cette distribution, comme elle est infinie, je cite, c'est difficile à représenter mais c'est le cas, et bien évidemment cette distribution reste inchangée. C'est toujours une distribution ρ homogène comprise entre moins h sur 2 et plus h sur 2. Et à vrai dire, tous les plans qui contiennent l'axe ici, OZ, sont des plans pi. C'est aussi un plan pi. Du coup, ce qu'on sait sur les plans pi, c'est qu'ils doivent absolument contenir le vecteur champ électrique. C'est-à-dire que si on regarde le champ électrique en ce point-là, il doit être contenu dans tous les plans pi. Et la seule façon pour que ce soit faisable, c'est que le champ électrique soit vertical. Alors il peut aussi pointer vers le bas, pointer vers le haut ou vers le bas, ça c'est pas un problème. Mais donc, il est forcément vertical, c'est-à-dire qu'on peut écrire que notre E de Z qu'on cherche, c'est en fait un E de Z, ça c'est son module, fois UZ, le vecteur unitaire. Bien, donc ça c'est la deuxième chose, donc, ça c'est l'invariance en fait par réflexion. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va avoir une troisième invariance. Donc par réflexion,
sur les plans verticaux. Et donc on va avoir une troisième invariance de la distribution qui est l'invariance par réflexion en fait, de plan x, y. Donc le plan x, y, c'est aussi un plan pi. Un plan donc de symétrie de la distribution. Alors il est là, ce plan, hein, c'est celui qui est matérialisé ici. Et donc ce plan, évidemment, comme il coupe la distribution en deux, c'est effectivement un plan pi. On peut le noter là, on commence à plus rien voir sur le schéma. Donc c'est un plan pi, et ça veut dire que le champ E en 0, donc pour z égale 0, il doit être contenu dans le plan. La seule chose, c'est qu'on sait aussi qu'il est vertical. Si on dit qu'il est contenu dans le plan, c'est qu'il doit aussi être horizontal. Et un champ qui est à la fois vertical et horizontal, et ben, la seule solution, c'est qu'il soit nul. Donc en réalité, ce qu'on sait, c'est que E de 0 égale 0. Et ça va en réalité conditionner le choix de notre surface de contrôle. Donc on a ces trois invariances, et à la fin, voilà ce qu'on doit retenir. Le champ est essentiellement suivant UZ, et il vaut 0 en 0. Donc c'est ça qui va nous permettre de déterminer notre surface de contrôle. Alors la surface de contrôle qu'on peut prendre, on a en réalité pas mal de choix possibles, mais c'est celle qui est dessinée ici en bleu. Donc hop, c'est un emporte-pièce, littéralement, qui va avoir une hauteur ici qu'on va appeler Z, parce que ce qui nous intéresse, c'est la valeur du champ au point là, M, situé sur la surface supérieure de notre surface de contrôle. C'est ce paramètre Z qu'on va faire varier et qui va permettre de faire varier la surface de contrôle et sa taille. Et parce que justement, pourquoi Z? Parce que ce qui nous intéresse, c'est vraiment la dépendance en Z du champ électrique. Alors il se trouve que de façon très générale, on choisit une surface de contrôle en la prenant soit perpendiculaire au champ électrique, soit parallèle au champ électrique. Et donc c'est le cas ici, donc perpendiculaire, c'est le cas de la surface du dessus, de la surface du dessous, et le perpendiculaire, parallèle, c'est le cas de la surface, les surfaces du côté en fait. Alors c'est difficile à dessiner, mais les surfaces du côté sont effectivement parallèles au champ électrique, puisque le champ électrique est purement vertical. Donc, maintenant, en réalité, il y a un côté arbitraire dans le fait d'avoir pris un parallélépipède. On aurait pu prendre absolument n'importe quoi comme forme de surface, et comme on parle d'emporte-pièce et de cuisine, ça aurait pu être un nounours, un bonhomme ou n'importe quoi. En réalité, la forme de la surface supérieure et de la surface inférieure compte peu, elle compte même pas du tout. Ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'elles sont caractérisées par, on peut les mesurer, et leur surface c'est S. On pourrait même donner des longueurs aux côtés, mais il n'y a pas vraiment besoin, il suffit de se rappeler que la surface supérieure, elle a pour valeur S. Alors, donc, c'est ça qui définit la surface de contrôle. Une autre chose qui est intelligente en réalité, c'est de prendre une surface de contrôle qui passe par des zones où le champ est nul, parce que là où le champ est nul, le flux sera nul, et c'est bien le cas pour le bas de la surface de contrôle. On a bien E égale 0, ça c'est les raisons de la symétrie qui nous l'ont dicté juste avant. Ok, donc on est prêt pour essayer de calculer le flux. Alors il va falloir diviser le flux à travers la surface fermée, donc on va noter comme ça. On va le diviser en plusieurs parties. On va faire une partie par surface en fait. Il y a évidemment la surface supérieure, donc le flux à travers la surface supérieure. Donc je vais noter ça sup de E scalaire ds. Voilà. Vous remarquerez que je ne mets plus de rond autour des deux intégrales parce que c'est plus une surface fermée, donc elle ne délimite pas une surface de contrôle. Il va falloir additionner le flux à travers la surface inférieure, plus le flux du champ électrique sur les côtés.
Voilà, alors maintenant on a des informations en fait sur chacun des cas qui sont différentes, puisque donc il faut toujours, il va falloir remplacer le champ électrique par ce qu'on sait de lui, c'est-à-dire qu'il est vertical, et puis il va falloir aussi remplacer les DS. Alors on se souvient que les DS, en fait, écrit comme ça, c'est en réalité l'élément infinitésimal de surface multiplié par un vecteur normal, unitaire et sortant. C'est un vecteur qui doit sortir et qui doit désigner l'extérieur, enfin pointer vers l'extérieur de la surface de contrôle. Alors, ce vecteur-là, il est dessiné ici sur le côté droit, sur le côté gauche et aussi au-dessus. Évidemment, on peut l'imaginer en dessous. Et son expression finalement va changer en fonction de la surface qu'on considère. Pour la surface du dessus, en réalité, ce vecteur normal, c'est UZ. Pour la surface du dessous, ici, clairement, dans ce sens-là, il manque un petit peu les axes, ça c'est l'axe X, donc c'est en fait UX. Pour ce côté-là, c'est moins UX, parce qu'il pointe dans l'autre direction, et évidemment, pour la surface inférieure, c'est moins UZ. Ici. Voilà, on est un peu préparé. Donc on va écrire le flux à travers la surface supérieure de E. Alors ça fait E de Z qu'on ne connaît pas. UZ. Scalaire ds. Alors là on remplace par son expression, c'est ds UZ. Puisque c'est la surface supérieure. Plus le flux à travers la surface inférieure de E. Alors là c'est c'est E de 0, puisqu'on est à Z égale 0. UZ, scalaire, ds, et là, le vecteur n, on a dit que c'était moins UZ. Plus le flux sur le côté, sur les côtés, de E de... Alors, ouais, c'est un E de Z, mais c'est pas celui de la surface, donc c'est E de Z, pour Z allant de 0 à H sur 2. Là, c'est UZ scalaire, donc ds fois n. On va le noter n. Ce qu'il faut bien redire, évidemment, c'est que ici, dans cette partie-là, UZ est perpendiculaire à n, donc le produit scalaire UZ scalaire n va être égal à 0. Alors, ok, ça donne que, comme aussi ce champ-là est nul, en réalité, sur ces trois intégrales, celle-ci est nulle, ça c'est parce que le champ est nul, celle-ci est nulle, ça c'est parce que le produit scalaire est nul, et il reste en définitive que l'intégrale sur le dessus, et cette intégrale sur le dessus, donc on va l'écrire, on va l'écrire comme ça, ouais, on va l'écrire E de Z, qui est la quantité qui nous intéresse, et qui est une quantité qui est homogène, c'est-à-dire que sur toute la surface, c'est égal à une constante, puisque c'est une surface horizontale, ds, et puis notre UZ scalaire UZ, évidemment, comme c'est un vecteur normé, UZ scalaire UZ, ça fait 1. Et comme on a dit que E de Z était en réalité constant sur toute la surface parce que c'est une surface horizontale, il nous reste juste ça. Évidemment, on aurait pu écrire que c'était du dx, dy et faire le calcul, etc. Simplement, quand on voit l'intégrale de ds, on sait que ça donne juste la surface totale. Et ça ne donne donc que le flux au final, c'est juste E de Z fois S. C'est un résultat en définitive très simple et qu'il faut s'entraîner à retrouver très rapidement. Le raisonnement là, il est hyper détaillé, mais c'est quelque chose d'extrêmement simple. Alors maintenant, on va calculer les charges intérieures au volume de contrôle. La seule chose, c'est qu'il y a deux cas à distinguer. La question, c'est est-ce que mon emporte-pièce, là, il est plus haut ou plus bas que la surface, que le plan qui délimite, le plan supérieur qui délimite ma distribution chargée uniformément. Donc on se place toujours dans le cas z égale 0, supérieur à 0. On verra le cas z inférieur à 0 après. Donc si z est supérieur à h sur 2, finalement, la partie
de la distribution chargée qui se situe à l'intérieur de notre surface de contrôle, c'est juste ça là. Alors hop, ça c'est l'intersection du plan supérieur. Et donc c'est toute cette partie-là que je vais essayer de calculer. Et donc, enfin c'est la charge portée vers cette partie-là. Donc la charge intérieure ici, c'est en fait une intégrale du volume de ρ, la densité volumique, d taux, l'élément infinitésimal de volume. Et ρ est constant, donc surtout le volume, donc on peut le sortir. Donc finalement, c'est juste ρ fois le volume que je viens de définir ici. Et alors ce volume, c'est tout simplement la surface, on se souvient que la surface supérieure c'est S, c'est tout simplement la surface supérieure multipliée par h sur 2. C'est S fois h sur 2. Parce que c'est juste un parallélépipède, hein, ça marcherait quelle que soit la forme du moment qu'on connaît la surface supérieure. Enfin, la surface serait au-dessus. Maintenant, la charge intérieure, là où ça va changer, c'est dans le cas où cette fois-ci l'emporte-pièce, donc la surface de contrôle, s'arrête avant je vais essayer de le dessiner en rouge. Donc c'est le cas où en fait cette surface de contrôle, voilà, le plan supérieur se situe ici. Ouais, bon. Et donc maintenant, elle est plus petite en définitive. Ouais, ça c'est pourri. Elle est plus petite en définitive que la distribution de charge. Et maintenant, sa hauteur, c'est Z. Parce que donc la surface de contrôle, la partie supérieure, se trouve dans la distribution. Donc on se retrouve avec exactement le même raisonnement. C'est-à-dire que c'est ρ. Oups, je suis passé en noir. Non, je ne recommencerai pas au début. Donc ρ fois V. Simplement là, le volume, comme donc la surface de contrôle a une hauteur Z, c'est S fois Z. Et voilà, c'est la seule différence entre les deux cas. Il y en a un, c'est ρ S H sur 2, l'autre, c'est ρ S fois Z. Alors, on va retenir ce résultat et maintenant égaliser le flux du champ électrique. Le flux du champ électrique, dans les deux cas, c'est le même en fait. C'est E de Z fois S. Que Z soit plus grand que H sur 2 ou qu'il soit plus petit. Et il faut l'égaliser avec la charge intérieure. On vient de voir dans le slide précédent que la charge intérieure, c'était ρ S H sur 2. Et il faut tout diviser par epsilon 0 quand on applique donc le théorème de Gauss qui nous dit que ça c'est le flux. Et donc ça c'est la charge intérieure. C'est ça le lien entre les deux. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, les surfaces qui sont en fait notre choix arbitraire, ces surfaces-là vont disparaître et on aura juste E de Z égale ρh sur 2 epsilon 0. Donc on a un champ qui est vertical, qui pointe vers le haut si ρ est positif, et qui a une valeur constante qui, on s'en aperçoit, ne dépend pas de Z. Si jamais Z est inférieur à H sur 2, donc on réécrit l'égalité du flux et de la charge intérieure à un coefficient près. Donc le flux c'est toujours E de Z fois S. Par contre, effectivement, l'expression de la charge intérieure a changé. C'est ρ Z H sur 2. On divise le tout par epsilon 0. Et donc on a un... Et puis, pardon, S... il manque... Non, excusez-moi, j'ai fait n'importe quoi. Hop, hop, hop. C'est ρ Z S sur epsilon 0. Et ça nous donne, quand on simplifie là encore les surfaces, E de Z égale ρ Z sur epsilon 0. Alors, en Z égale H sur 2, les deux expressions en réalité sont d'accord, c'est-à-dire que vous remplacez ici Z par H sur 2 et là Z par rien, et donc l'expression du champ électrique, c'est juste
rho h sur 2 epsilon 0. Et les deux expressions étant d'accord, ça veut dire que le champ est bien continu à la traversée de l'interface. Et donc on peut dessiner ce champ. Un peu bizarre mon truc. Je vais réessayer. On peut dessiner ce champ, c'est-à-dire alors donner sa valeur en réalité en fonction de z. Donc ici on place h sur 2 et on a notre valeur de rho h sur 2 epsilon 0 qui se situe ici. Donc on sait qu'au-delà de h sur 2, le champ est constant, il ne dépend plus de z, et en dessous, il est en réalité proportionnel à z en partant de 0. Donc voici la représentation du module du champ électrique, notre E de z, sans vecteur. Hein, c'est vraiment le module, parce qu'on sait qu'il pointe vers le haut, a priori. Dans le cas ici, évidemment, où ρ est supérieur à 0, donc on a un champ qui est positif et qui grandit linéairement jusqu'à h sur 2 et qui reste constant par la suite. Alors, on peut se poser la question de ce qui se passe pour les valeurs négatives. Donc, si z est inférieur à 0, en fait, il se trouve que comme le plan x ou y est un plan pi, le champ E a la même symétrie que la distribution, c'est-à-dire qu'il doit... Alors, quand on va prendre notre distribution, là, si le champ E, il est au-dessus comme ça, alors, comme il y a invariance par distribution autour du plan z égale 0, le champ en ce point-là doit être exactement opposé, c'est-à-dire qu'il subit la même réflexion. Donc le champ au point symétrique est en fait le symétrique du champ au point M ici. C'est le symétrique qu'on appelle M'. Et ça, en termes pour notre module, c'est-à-dire la fonction E de Z, ça veut dire que E de moins Z, c'est en réalité l'opposé de E de Z. Et donc la fonction E de Z est une fonction impaire, et ça a comme conséquence directe qu'on peut compléter notre schéma. Là, on a moins h sur 2. Et voilà. Voilà, en définitive, notre champ électrique. Voilà pour le... Donc on a fini de résoudre le problème. Ce qu'on voit, c'est que finalement, la surface de Gauss, c'est une surface qui est variable, c'est-à-dire qui va changer. Ici, c'est Z qu'on a fait varier. Donc c'est une surface qui va bouger et qu'on va faire bouger pour pouvoir en déduire toutes les propriétés du champ E de Z qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce que j'avais à rajouter? On va garder en mémoire ces expressions-là pour les choses qui vont suivre, et notamment en fait, le fait que quand on a une épaisseur chargée infinie, ce qui est marquant ici et qui n'est pas quelque chose d'évident à intuiter, c'est qu'en fait le champ est constant à l'extérieur, et voilà, c'est ce qui est représenté ici en fait finalement, et c'est opposé de part et d'autre de la distribution.